fois qu'on a ça, comme il y a plein d'acteurs pour l'attaque qui sont intéressés, et l'idée aujourd'hui, on l'a dit, c'est la source de vérité. On peut tous avoir la même source de vérité. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plein de données parfois qui existent, mais les données ne communiquent pas et parfois les données ne sont pas standardisées. Grâce au système d'information communal de Mine-de-Velle que nous appuyons, on va pouvoir avoir une remontée automatisée et l'information sera disponible. Ce qui pourra être partagé au grand public le sera, ce qui sera sensible et qui devra être gardé de côté le sera aussi. On a compris qu'il y a des enjeux de souveraineté. Sur le deuxième pilier, on comprend aussi qu'il y a des possibilités, puisque à travers l'application Smart City, la communauté urbaine de Yaoundé, par exemple, utilise ce système pour permettre aux citoyens de remonter les enjeux sur les problématiques de risque, sur les thématiques d'inondation, les facteurs de risque, inondation, éboulement et incendie. Donc si vous détectez au marché des connexions un peu bizarres et que vous avez le sentiment que ça peut générer un incendie, vous prenez la photo, vous envoyez directement sur un système centralisé au niveau de la ville qui reçoit et ensuite va enclencher un processus avec un ensemble d'acteurs bien identifiés pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est le cas aussi sur quelqu'un qui construit sur une zone un peu fragile. Ne pas attendre qu'il y ait un problème pour pouvoir agir. Si vous estimez qu'on peut anticiper et que c'est un facteur de risque, vous filmez l'information et vous envoyez directement à la ville. Donc il y a plusieurs processus assez simples qui utilisent des outils existants. Et il en est le même pour la gestion des déchets, identifier les tas sauvages pour identifier finalement les bacs à ordures qui ne sont pas collectés. Donc le citoyen devient lui-même un capteur. Le citoyen devient un capteur, ça nous pose aussi la question de l'organisation des comités de quartier. Parce que lorsque le citoyen va dire j'ai détecté un problème ici, il faut bien qu'il y ait un tiers de confiance qui vienne certifier que oui, effectivement, ça fait 2 jours qu'on note ce problème, il y a un poteau électrique qui est tombé, il y a un tuyau qui est passé, avant que le comité en charge de gestion puisse démarrer le processus. Mais on a quand même des enjeux énormes, c'est que si le citoyen identifie des problèmes et qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne fait rien, est-ce que ça ne va pas casser un peu l'ambiance, donc sa motivation à continuer à interagir avec la ville? On va passer au pilier numéro 3. Donc on a vu la vie quotidienne naturellement va être également améliorée, c'est l'enjeu de pouvoir, ne serait-ce que dans cette application mobile, proposer la possibilité aux citoyens de localiser des services essentiels. Combien de fois nous avons pu chercher les pharmacies de garde? Il faut absolument aller d'abord dans une première pharmacie pour trouver où il y a une pharmacie de garde, alors que du confort de la maison avant de sortir, on peut tout de suite identifier les écoles, pareil, les marchés. Ça peut être des campagnes de vaccination pour informer le public sur ce qui va avoir lieu. Donc chacun, finalement, grâce à son téléphone, se sent citoyen parce qu'il est vraiment connecté à l'actualité. Et pour le faire, il a fallu d'abord des méthodologies normatives pour collecter les données, etc. Donc, même les commerces informels, chaque fois que vous vous promenez, vous voyez quelqu'un qui dit frigoriste, électricien et tout ça, il faudrait permettre à ces gens-là d'exister dans le système et les amener dans le système formel et que ça devienne une plateforme, un annuaire géolocalisé des métiers, des petits métiers autour de vous. Si vous voulez, si vous trouver quelqu'un qui vend du charbon, vous faites comment? Vous allez commencer à demander, alors que peut-être s'il est pour un intérêt, l'idée c'est pas seulement de fiscaliser les gens, mais de leur apporter un bénéfice aussi en retour sur leur activité qu'ils mènent ici, parce qu'il est dans une plateforme officielle, il peut valoriser son activité aussi. Il n'a pas contre de payer les impôts, si en plus il a la possibilité de démontrer qu'il a payé et puis on peut passer cet historique-là. Donc il y a plein d'applications aujourd'hui. Nous avons mené des rencontres avec les acteurs de l'écosystème local. Là j'insiste un peu sur l'application mobile parce que finalement il y a des fondations. C'est les normes, c'est les données, c'est les infrastructures, mais on ne visualise vraiment cette dimension d'innovation et de connectivité et d'intelligence que dans l'interaction qu'on peut avoir avec les systèmes applicatifs. Aujourd'hui, Yango est arrivé à Bakossam, comme c'était déjà le cas dans d'autres villes, c'est des cas pratiques. Donc on va aller sur la suite de la présentation. Alors on va passer cette slide, c'était pour dire que ça c'est le tiers-lieu. La photo que nous avons ici, c'est la photo de l'inauguration il y a une semaine à peu près du tiers-lieu. C'est un lieu d'innovation qui a été inauguré par Madame le ministre au sein de la cellule de données urbaines qui en réalité
tout ce que j'ai présenté ici comme approche projet pilote, on a signé un MOU pour rétrocéder tous ces outils, toutes ces méthodologies, même le matériel qui existe au MINDU. Et aujourd'hui, le MINDU dispose aussi d'un observatoire qui permet de bien démontrer comment est-ce qu'on parle de la donnée brute qu'on a collectée, la donnée primaire, à des indicateurs clairs sur des enjeux bien précis. Ça peut être des enjeux de gestion de déchets comme on l'a vu, les quartiers précaires, des enjeux notamment de gestion de la voirie. Dans cet observatoire-là, vous avez tous les concessionnaires qui sont autour de la table. Quand Eneo ou bien quand Water envisage de faire un travail sur la route, il localise sur le point de la voirie son intention de commencer les travaux. Il ne commence pas directement. Il localise l'intention de commencer les travaux. Cette information est diffusée aux autres concessionnaires qui vont donc prendre acte et répondre à Water. Naturellement, tous les documents sont associés. Ça permet donc ce dialogue spatial pour éviter tous les désagréments qu'on observe sur les infrastructures. Donc, un tiers, c'est important parce que la technologie, on parlait d'accessibilité, mais tout le monde n'a pas toujours accès aux technologies. Donc, il serait intéressant que les collectivités développent des lieux où on crée des liens, où le public peut venir, les comités de quartier peuvent se rassembler, organiser des rencontres pour mieux faciliter l'appropriation de ces technologies-là. Donc, en termes de perspective, nous avons aussi, dans le cadre de cette plateforme avec 69 acteurs, développé une plateforme digitale collaborative. Nous avons compris qu'on a trois enjeux clairs: la donnée, la synergie et la transformation. Et la donnée, c'est d'abord qui est où, qui fait quoi, quelles sont ses compétences. On a un enjeu énorme en termes de connaissances. Donc, dans la plateforme digitale collaborative, vous aurez la possibilité de visualiser tous les acteurs dont je vous parle à l'échelle nationale et pouvoir avoir une fiche d'identité, localiser leurs projets, localiser l'ensemble de ressources. On est très intéressé pour travailler avec le monde universitaire. Imaginez-vous seulement l'ensemble de connaissances produites depuis des années au niveau de la recherche, mais qui ne sont pas valorisées, mais qui portent sur les territoires. L'idée, c'est de créer ces centres de valorisation des études et aussi l'accès à la réglementation. Donc, next, pour terminer, l'idée dans le contexte, on l'a dit, il faut bien cartographier les enjeux. Donc, on a compris qu'il y a des enjeux en termes de respect des données personnelles, surtout de mise à jour de sécurité des données. Il y a cette fracture numérique, là, on a parlé d'accessibilité des données, mais il faut surtout que l'accessibilité du réseau implique que le réseau soit aussi de qualité. Il y a la nécessité pour chaque projet développé de penser à un modèle d'affaires, penser au modèle économique. Sinon, parfois la pénibilité peut prendre un coup. On a quand même montré qu'il y a une forte pénétration automobile au Cameroun, ce qui peut favoriser justement l'appropriation de cette technologie et que l'écosystème local en termes d'innovation, toujours Sama le disait, est quand même présent et qu'il y a une vraie volonté politique en termes de centralisation numérique. Donc il faudrait justement fixer les indicateurs pour suivre tout ceci. Donc je crois que c'est la fin de la présentation. Je vous dis que vraiment, il faut qu'on ait une vision concrète et réaliste, partant sur des cas concrets locaux. Donc il me reste qu'à vous remercier pour votre attention. Je pense que pour la suite, on a laissé dans la présentation les contacts du projet. Vous pouvez avancer jusqu'à la fin, ceux qui souhaitent prendre attache avec le projet. Merci beaucoup. Merci pour ces éclairages, pour ces cas pratiques, cher ministre, et l'application dans la vie de la commune de Soie. Nous allons passer à la dernière intervention, informer qu'on va circuler ces fiches à certaines personnes dans la salle, comme nous sommes dans la logique d'aboutir à une déclaration de notre salle sur le devenir des pays camerounais. Il est question que ceux qui recevront ces fiches puissent lister trois propositions qui peuvent contribuer à assurer un meilleur avenir au Cameroun. Donc, vous allez recevoir la fiche et vous êtes invité à donner les trois propositions par ordre de priorité. Donc, il n'y a pas de nom, mais c'est justement dans les paramètres de la tranche d'âge, du sexe et puis de l'institution pour laquelle vous travaillez. Donc, le secrétariat va circuler la fiche. Et donc, merci d'avance pour votre contribution. Après cette session, il y aura une session beaucoup plus interactive où tous les participants
pouvoir aussi renforcer cette réflexion-là autour du député des villes camerounaises. C'est là le d'un dialogue ouvert sur la problématique. Sur ce, je voudrais passer la parole à M. Thierry Katiézé, département informatique de la commune de Tchang. Bonjour à tout le monde. Comme le modérateur l'a dit, je suis Thierry Katiézé, responsable du service informatique à la commune de Tchang. Je représente le maire qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, qui devait faire la présentation lui-même. Sans plus tarder, je vais passer au... Alors nous allons sauter le premier point qui est la présentation de la ville parce qu'on va entrer dans le vif du sujet. Nous allons passer au deuxième point directement, qui concerne l'expérience de Tchang dans l'innovation technologique et le développement des villes intelligentes. Alors, le premier point, lorsque vous voulez parler de villes technologiques, de villes intelligentes, c'est la collecte de données. Et pour collecter les données, vous avez besoin d'une structure efficace avec des personnes ayant les compétences pour pouvoir le faire. Donc, à la commune de Tchang, nous avons créé le service de la planification des services d'information géographique qui a été créé dans le but de pouvoir accélérer l'implémentation de la création d'une ville intelligente, mais aussi en tenant compte du fait d'aider les dirigeants à prendre des décisions au service de la communauté. Donc, vous avez quelques dates clés à savoir. En 2020, l'adoption de la délibération portant le recrutement d'un cartographe. En 2021, le recrutement d'un spécialiste d'information géographique, l'adoption d'un nouvel organigramme intégrant le service de la planification et des SIG, et la nomination d'un chef de service. Alors, tous les autres panélistes ont parlé ici de la collecte de données. C'est un point critique lorsque vous voulez faire ce genre de travail. En ce qui concerne l'objectif de la collecte de données, c'est quoi? C'est concevoir et de gérer, représenter les données de manière cartographiée, n'est-ce pas, des infrastructures de la commune, des infrastructures hydrauliques, des risques naturels et l'occupation des sols de la population. L'exploitation de ces données a concours à promouvoir le développement harmonieux de la communauté dans laquelle la ville intelligente est implantée. La contribution à une meilleure représentation du cadre des populations de la communauté dans laquelle on veut implanter la ville intelligente. Et il permet aussi de mettre en exergue les disparités entre certains quartiers et certaines villes. Lorsqu'on parle de communauté, là je représente la communauté de Tchang. On sait pertinemment que si on est au centre-ville et qu'on a un réseau entier, ce n'est pas forcément la même chose au niveau du développement et de l'acquisition de la technologie. Donc les résultats des collectes de données ont permis d'avoir un certain nombre de résultats. On ne va pas être exhaustif dans les résultats que nous avons eus. Déjà, elle a permis de cartographier la ville de Tchang. Donc, nous avons une cartographie hydraulique de la ville, c'est-à-dire nous avons des études qui ont été faites sur le plan géophysique et hydrogéologique pour déterminer les points d'eau, pour pouvoir créer par exemple des forages, des châteaux d'eau. Pour la construction du bureau central, d'ailleurs, sur la commune de Tchang, aujourd'hui, nous avons 2 bureaux centrales qui sont en construction et en cours d'achèvement. Nous avons aussi ce que nous avons appelé le web mapping, qui est la visualisation en temps réel des infrastructures qui se trouvent sur l'étendue du territoire communal. Nous avons aussi pu faire une cartographie des dépôts des ordures. Vous savez, vous avez des dépôts des ordures autorisés et des non autorisés. Les dépôts des ordures qui sont cartographiés permettent une meilleure planification de l'amassage de ces ordures-là et permettent aussi un recyclage plus rapide de ces ordures-là. Vous avez aussi la cartographie des zones à risque, c'est-à-dire les zones inondables, les zones où il peut y avoir des glissements de terrain. Tout ceci pour éviter à la population d'aller s'installer dans les zones où on peut avoir des inondations
où on va avoir des écoulements de terrain, comme malheureusement ce qui est arrivé au niveau de la falaise de Tchon. Alors, les résultats obtenus à ce jour ont été la réduction de la disparité au niveau de certaines zones, au niveau de la communauté, la réduction des risques, principalement dû aux inondations. Vous savez, nous sommes dans une ville à forte pluviométrie et Tchad est une ville montagneuse, donc il faut absolument éviter que les gens aillent se passer dans les zones où après on va avoir des problèmes d'inondation, de développement de terrain. Ça a permis de cartographier les routes dans les communes comme la commune de Tchad. Vous avez des routes principales et vous avez des routes secondaires, ce qui permet de planifier justement à ce moment-là l'entretien de ces routes-là et de pouvoir faire en sorte que le citoyen puisse circuler normalement, qu'il soit en zone rurale ou en zone rurale. Il a aussi permis d'améliorer la compétitivité de la commune de Tchad sur les manifestations de projets. Nous avons été retenus par le FECOM d'ailleurs à un programme, sur un projet de santé et nutrition. Et l'un des documents nécessaires pour participer à ce projet-là était la géolocalisation des institutions qui devaient bénéficier de ce programme-là. Voilà. Alors, les problèmes rencontrés sont nombreux. On a parlé de la collecte de données, on a parlé de la participation citoyenne, on a parlé des investissements. Donc, vous ne listez que quelques problèmes. Déjà, en ce qui concerne la collecte de données, nous partions pratiquement de zéro parce que les données étaient soit inexistantes, soit mal collectées. Donc, il a fallu trouver un nouveau format de données pour pouvoir mettre en place quelque chose de normalisé avec la technologie actuelle, pour pouvoir obtenir des données fiables et des données sécurisées. La difficulté lorsqu'on parle de géolocalisation, justement, d'obtenir des données satellitaires précises, parce que ces données-là sont payantes. Mais bon. Nous avons aussi eu des problèmes au niveau de certains matériaux, comme par exemple les drones de cartographie, qui permettent de représenter au mieux la probabilité d'occurrence des risques de problèmes naturels comme les inondations ou les éboulements. La difficulté aussi d'acquérir des logiciels dédiés au traitement d'un certain type de données concernant la collecte de données cartographiques pour les SIG. Donc, quel est l'impact de ce travail? L'impact de ce travail sur la commune est l'un des impacts. Par exemple, on va dire la planification et la priorisation des objectifs d'investissement. C'est-à-dire que lorsque vous voulez investir, lorsque vous avez une vue d'ensemble, cartographier les différents problèmes que vous pouvez avoir, vous savez que je peux mieux investir mon argent à tel endroit ou à un autre en fonction des données que vous avez recueillies et qui sont en temps réel, que vous avez en temps réel sur les outils que vous avez pris pour la collecte de ces données-là. Vous avez la disponibilité de données en temps réel que vous avez, des données qui sont actualisées en temps réel pour les suivre les états des infrastructures de la commune. On parle par exemple des centres de santé, des hôpitaux, etc. On va pas entrer dans les détails. Alors, la prise en compte des politiques déployées pour le bien-être des populations et réduire au maximum les disparités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une zone soit beaucoup plus développée qu'une autre, il ne faut pas qu'une route soit mieux développée qu'une autre, il ne faut pas qu'un secteur soit mieux électrifié qu'une autre. Donc cette cartographie-là permet de mettre en exergue les zones qui sont moins en avantage que d'autres et permet de combler la lacune. À travers les SIG, nous avons fixé géographiquement tous les contribuables au niveau de la commune de Tchad, comme le panéliste précédent l'a dit. Ça permet de collecter beaucoup plus efficacement les impôts, voilà, pour que tous les contribuables soient à jour. Mais c'est comme il a dit aussi, c'est juste aussi pour connaître quels sont les contribuables que vous avez sur l'étendue de votre territoire communal. Alors, en termes de perspective ici, outre le fait de ce que nous avons déjà mis en place, ce que je viens de parler précédemment de la cartographie de la ville, nous avons déjà aussi acquis un serveur de dernière génération qui va nous permettre de traiter ces données-là et de les stocker de manière sécurisée.
Nous avons déjà mis en place la collecte de ces impôts-là par les terminaux, par les collectrices, qui sont reliés à un serveur, donc en temps réel, on sait ce qu'elles ont collecté, les montants, etc. Nous avons mis en place aussi de la biométrie pour le contrôle des employés au niveau de la commune de Tchad. En temps réel, on connaît quels sont les mouvements des employés. Donc, en termes de perspective de ce que nous voulons mettre en place, c'est le lancement officiel de la digitalisation de l'état civil. Vous savez que c'est un très gros problème au niveau des communes de pouvoir entrer en possession de son acte d'état civil, en condition par acte de mariage, acte de décès et autres. Donc nous voulons digitaliser ce service-là. Et aussi, nous voulons accroître notre collaboration avec la plateforme urbaine pour pouvoir développer nos investissements, permettre davantage d'accroître nos ressources financières et maîtriser le cadastre financier. Donc en conclusion ici, nous pouvons dire que la mise en place des villes intelligentes met en exergue des enjeux complexes en matière de protection de données. Les autres organismes ont longuement parlé de ça ici. De la cohésion sociale, pour ne pas mettre les populations en marche, mais aussi de l'inclusion numérique. Il faut que tout le monde puisse avoir accès aux outils que nous mettons en place. Ce qui signifie à ce moment-là que le développement digital que vous voulez faire, le développement intelligent que vous voulez faire pour votre ville, doit être un développement qui sied à votre population, qui sied à votre communauté. Et ne pas prendre la technologie qui est utilisée ailleurs, vouloir à tout prix la mettre chez vous, alors qu'en réalité, elle ne sera pas profitable pour votre population. Néanmoins, les bénéfices d'avoir une ville intelligente permettent d'améliorer la mobilité de biens émissions par les circulations. Les autres panélistes en ont vraiment parlé, les embrayages que vous voulez. La réduction de l'empreinte carbone, parce que vous savez, la mise en place des villes intelligentes ici permet de mettre en exergue l'utilisation des énergies renouvelables. On a parlé ici des problèmes d'électricité, INEO, etc. Ça permet de mettre en place des énergies renouvelables, telles que l'utilisation des panneaux solaires. À titre d'exemple, dans la ville de Tchad, l'électrification de la ville au niveau des lampadaires se fait par les panneaux solaires. Ce n'est uniquement que les panneaux solaires qui sont utilisés. Alors donc, pour faire des villes intelligentes, nous voyons donc le bénéfice de ces villes intelligentes là est plutôt propriétaire pour le développement de nos villes. Aussi, comme les panélistes sur le précédent l'ont dit, au cœur de ce développement-là, c'est la participation citoyenne. Ce sont les citoyens qui sont au cœur de ce développement-là. Ce sont eux qui peuvent nous permettre de cibler quels sont leurs problèmes et de cibler donc à ce moment-là les investissements que nous voulons mettre en place pour pouvoir développer la ville intelligente que nous avons créée. Donc, au niveau des partenariats, voilà, le slide nous dit les villes interconnectées, la plateforme urbaine, l'université de Tchad, l'IMF, dans le métropole, etc., etc. Aussi, je ne l'ai pas dit précédemment, mais le développement des villes intelligentes nécessite aussi d'avoir des plateformes numériques avec lesquelles vous pouvez échanger avec les citoyens. Là, pour le coup, nous avons notre site internet. Nous avons une page Facebook avec laquelle nous échangeons avec les citoyens de la collectivité locale. Nous avons une adresse mail avec laquelle ils peuvent envoyer des messages pour pouvoir signaler s'il y a des problèmes, comme le panéliste précédent l'a dit. Voilà. C'était tout pour vous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Avec cette dernière présentation, nous sommes arrivés à terme de notre phase d'exposition, de réflexion, et puis avec le cas pratique de la commune de Tchad qui nous met au cœur de la problématique des villes intelligentes, avec une démarche progressive en termes d'amélioration de la qualité du personnel qui devrait donc s'occuper de cette dynamique de dématérialisation des services. Je ne saurais terminer cette phase sans rappeler qu'au niveau de l'habitat,
Le concept que nous mettons en avant, c'est le concept de ville intelligente centrée sur la personne. Et comme on vient de le dire, pour centrer la ville intelligente sur la personne, c'est de tenir compte de son environnement, également de sa capacité donc, à s'adapter et à utiliser l'outil qui est mis à disposition. Mais je voudrais, sur ce point, revenir sur 3 concepts qui ont été examinés ici, à au regard donc, de l'approche gouvernementale. Le concept de personne. Nous avons constaté que la notion de personne est polysémique et il y a 2 types de personnes qui sont au cœur de la ville intelligente. Il y a la personne morale et il y a la personne physique. Puis ici, c'est l'opinion du citoyen, de l'usager. Et la personne morale, ce sont donc ces institutions qui ont exposé, chacun selon son prisme, sa vision donc, de la ville intelligente, de ce qu'est la ville intelligente et de son applicabilité. Et nous retenons de cela que c'est donc les personnes morales qui soit conçoivent, promeuvent ou alors incitent à la transformation d'une ville gérée de façon en guillemets non dématérialisée, non digitalisée, une ville beaucoup plus digitalisée. Le deuxième concept, ici, c'est le concept de ville à divers échelles. On a parlé de la ville de soi, on parle de la ville de Yaoundé. Donc ces villes ont des problématiques différentes, ont des besoins différents et des ressources différentes, que ce soit des ressources humaines et des ressources financières. Donc comment structurer une ville intelligente qui est aussi soutenable par la ville, qu'elle soit petite, grande ou alors moyenne, qu'elle soit au cœur d'un espace territorial comme celle du Cameroun, comme celui du Cameroun, ou à une zone frontalière. Donc, la localisation, la taille de la ville, mais également la fonction privée de la ville. Si une ville est agricole ou consommable agricole, quel est le type de technologie qu'il faut? Et si une ville a moins de mécanismes de sécurisation de la terre, quel est le type d'application qu'il faut? Si une ville est beaucoup plus industrielle. Donc, en termes de mobilité, les besoins de Yaoundé ne sont pas les mêmes besoins qu'une ville comme Baram, qu'une ville comme Protocole. Maintenant, quand on pose la problématique, parce que nous sommes au cœur du débat, mais dans les problématiques d'urbanisme, de foncier et de développement rural, on peut donc supposer qu'il y a un référentiel qui est le foncier, les règles ou les actes d'urbanisme qu'il faut pouvoir dématérialiser dans cette perspective-ci. Et le troisième concept, c'est celui du digital, que nous savons. Mais ce sur quoi une chose pour attirer notre attention à tous, la notion d'intelligence ou de la ville intelligente. Est-ce que la ville intelligente, c'est la ville où on utilise plus de technologies ou la ville où les gens sont plus sensibles au respect des normes, au respect des standards, au respect des principes? Parce que l'intelligence ne peut pas seulement avoir la technologie. Parce que si elle envoie juste à la technologie, on a un problème. Il me souvient quand, avant 2010, ou dans les années 80, peut-être même avant, quand on disait d'une personne qu'elle est intelligente ou qu'elle est smart, c'est une personne qui avait la capacité de créativité, la capacité d'anticipation et la capacité de réfléchir au-delà des normes pour améliorer le confort dans le contexte. Donc il faut peut-être qu'on revisite dans le processus de la construction du plan d'action, du plan national de ville intelligente, la notion d'intelligence. Pour la restituer dans notre contexte, est-ce que les us et coutumes qui permettent de préserver les forêts sacrées, les bois sacrés ne sont pas des villages intelligents? Donc la notion d'intelligence, on va ne pas toujours la connecter à la notion de digitalisation, de dématérialisation de services. Parce qu'on peut avoir la technologie, ne pas avoir le service rendu. Donc voilà, selon moi, les 4 concepts fondamentaux que nous pouvons retenir pour accompagner l'élaboration du plan d'action du plan national de la ville intelligente.